Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir quelques bases de programmation avec le langage Python. Je vais essentiellement utiliser l'environnement de développement qui s'appelle IDLE, donc IDLE, qui est fourni avec les distributions ordinaires de Python. Et je ne vais utiliser aujourd'hui que les bibliothèques de base de Python, donc rien de plus à installer que Python pour voir comment ça fonctionne. On commence tout de suite. Python est un langage de programmation interprété, ce qui signifie qu'on peut l'utiliser comme un langage de script. On lui donne des instructions, elles sont immédiatement interprétées par ce programme qu'on appelle un interpréteur, et donc inutile de passer par les étapes de compilation qui existent sur d'autres langages. Le but, quand on utilise le langage Python, est d'avoir une réponse immédiate de l'ordinateur, de pouvoir modifier facilement son programme et le tester rapidement. Par contre, il ne s'agit pas d'essayer d'optimiser et d'avoir des programmes extrêmement efficaces. Si on veut faire ça, on utilise plutôt des langages de bas niveau, comme le C. Alors, qu'est-ce que j'appelle un langage interprété? Je le répète, c'est un langage qui interprète directement les instructions qu'on lui donne. Quelles sont les instructions qu'on peut donner à ce langage? Eh bien, on peut lui demander d'abord de faire simplement des calculs. Donc, si je lui demande 5 plus 4, eh bien, il effectue le calcul et il m'affiche le résultat, 9. Euh, ou on peut lui donner des instructions un petit peu plus avancées, comme par exemple, et on va commencer avec un des ingrédients de base des langages de programmation, les affectations. Donc qu'est-ce que c'est que faire une affectation? C'est réserver une place en mémoire, lui donner un nom et stocker des valeurs dedans. On peut voir ça comme réserver une petite boîte en mémoire dans laquelle on stocke des valeurs. Par exemple, si j'écris a égale 4, on réserve une place en mémoire à laquelle on donne le nom A et dans laquelle on met la valeur 4. Si j'exécute simplement cette instruction, il n'affiche rien puisque je ne lui ai pas demandé d'effectuer un calcul, donc il n'y a rien à afficher. Par contre, il a effectivement réservé une place en mémoire dans laquelle il a mis la valeur 4 et à laquelle il a donné le nom A. Et je peux réutiliser maintenant cette valeur pour des calculs. Par exemple, si je demande de calculer A plus 6, eh bien 4 plus 6, ça fait 10. Il est capable de faire ce type de calcul. J'ai donné les premiers exemples avec ce qu'on va beaucoup manipuler, c'est-à-dire des nombres entiers, mais Python est parfaitement capable de traiter d'autres types de données. Alors, les entiers sont ce que Python gère le mieux et le plus simplement possible. On n'a pas besoin d'aller tellement dans le détail de la compréhension de comment c'est stocké en mémoire pour les manipuler. On peut travailler à peu près avec tout ce qu'on appellerait des nombres entiers en mathématiques. Ça devient un petit peu plus dangereux si on veut travailler avec autre chose que des nombres entiers, donc avec des nombres réels. L'idée, c'est qu'il existe un type de données qu'on appelle les flottants, donc nombre à virgule flottante, si on préfère, mais qui pose quelques petits problèmes. Par exemple, si je demande de calculer le nombre 5,3 moins 2,6, la notation, déjà, c'est la notation anglo-saxonne, donc ce n'est pas la virgule, c'est le point qui est utilisé à la place de la virgule. Et si je demande de calculer 5,3 moins 2,6, eh bien, petite surprise, ça ne fait pas 2,7, ça fait 2,6, une série de 9 et un 7 à la fin. La raison est un petit peu compliquée. Pour simplifier, en gros, on prend les nombres en décimales, on les stocke en mémoire en binaire, et au moment de les réafficher, on doit les retransformer en nombres décimaux. Ces passages de binaire à décimal et de décimal à binaire peuvent créer des erreurs d'arrondi, et donc on n'obtient pas des valeurs exactes. Il est aussi possible de travailler avec d'autres types de données. Je donne par exemple ce qu'on appelle le type booléen. On reviendra dessus un petit peu plus tard. C'est le résultat d'un test. Si je demande est-ce que 4 est supérieur à 3, la machine me répond que c'est vrai. Elle a effectué un calcul avec l'opération supérieure dont les résultats ne peuvent être que true, vrai, ou false, faux. Encore un autre type de données qu'on ne va pas manipuler aujourd'hui, mais je signale que ça existe parce que c'est bien pratique, les chaînes de caractères. Donc une chaîne de caractères, ça peut être simplement un texte que je présente entouré de guillemets. Il existe d'autres caractères d'ailleurs pour délimiter les chaînes de caractères. Si par exemple je veux stocker dans la chaîne C le mot bonjour, eh bien c'est totalement possible. Si je demande qu'est-ce qu'il y a dans la chaîne C, il m'affiche bonjour.
Précisons quelques petites choses sur les affectations. Attention, c'est un petit peu délicat, il y a un danger à éviter. Le signe égal qui est utilisé pour les affectations n'a pas exactement le même sens que celui utilisé en mathématiques. Le signe égal, c'est bien le signe d'affectation. Le test d'égalité se fait avec un double égal. Par exemple, si j'écris A égale 5, ce qui se passe, c'est bien qu'effectivement, on met la valeur 5 dans la boîte A en mémoire. Si je demande la valeur de A, oui, A vaut 5. Mais je peux parfaitement, une fois que j'ai fait ceci, demander de prendre cette valeur de A et de la remplacer par autre chose. A égale 8. Déjà en mathématiques, ça n'aurait pas de sens puisque j'ai déjà dit que A valait 5. Est-ce que 5 est égal à 8? C'est faux. Si je dis A égale 8, c'est bien une affectation qui est faite, c'est-à-dire que la valeur 8 est stockée dans la boîte A. Et à partir de maintenant, A ne vaut plus 5, mais vaut 8. Si je veux savoir si A est égal à 5 ou pas, la syntaxe est différente. Si je demande d'effectuer le calcul A double égale 5, ce qui est fait est un test dont le résultat sera un booléen, soit true si A vaut effectivement 5, soit false si A ne vaut pas 5. Et ici, comme A vaut 8, ce test me renvoie false. Une situation assez courante où l'on voit bien la différence entre le sens informatique du signe égal, donc l'affectation, et le sens mathématique, c'est ce type de ligne de calcul. Si j'écris l'instruction A égale A plus 1, en mathématiques, ça n'a aucun sens. A n'est pas égal à A plus 1. A et A plus 1 sont deux nombres différents. Mais en informatique, ça a bien un sens. On effectue le calcul qui est affiché à droite. Donc on prend A, on l'augmente de 1. Et on stocke cette valeur dans le nom qui est écrit à gauche. Donc dans la boîte A. Comme actuellement, dans la boîte A, il y a la valeur 8, je prends 8, je lui rajoute 1, ça fait 9, je le mets dans la boîte A. Maintenant, la boîte A contient la valeur 9. Et effectivement, hein, si je demande qu'est-ce qu'il y a dans A, eh bien, A vaut 9. Concernant la syntaxe de base de Python, précisons donc quelles sont les opérations que l'on rencontre couramment et qui existent à la base dans Python. Je n'en présente que quelques-unes, il faut savoir qu'il en existe quelques autres. Je présente les plus utiles ici. D'abord, évidemment, il y a les opérations arithmétiques élémentaires. Donc l'addition se note avec un plus, hein, je l'ai déjà manipulé auparavant. La soustraction avec un moins, jusqu'ici pas de surprise. La multiplication, comme on le sait quand on a déjà vu un clavier numérique d'ordinateur, se note avec l'étoile. Et la division avec la barre de fraction, donc avec le slash. L'utilisation de la division pose un petit problème. C'est que une division, par défaut, dans Python, renvoie toujours un nombre flottant, donc un nombre à virgule. Si je demande de calculer 5 divisé par 4, c'est bien naturel, on me renvoie 1,25. Mais ça pose quelques problèmes, puisqu'il s'agit de nombres flottants, on l'a dit, ils sont stockés en binaire, puis réaffichés en format numérique décimal. Donc, il y a des risques d'erreur d'arrondi. Et ça paraît bien naturel quand on pense à 5 tiers, puisque ici, il n'existe pas d'écriture décimale naturelle, mais on peut avoir de plus mauvaises surprises avec des nombres qui possèdent une écriture décimale, mais pas d'écriture binaire finie, comme les résultats des divisions par 5, par exemple. Donc si je demande 6 divisé par 5, ça fonctionne, ça donne bien 1,2. Mais on l'a vu au-dessus, si je fais quelques opérations simples sur ce genre de nombre, je peux avoir des surprises. On a vu un exemple de 5.3 moins 2.6 qui ne tombe pas juste en binaire et qui donne donc une petite erreur d'arrondi. Pour pallier ce problème, il existe une solution que l'on va voir très bientôt. Je signale avant cela une autre opération qui existe en Python, et même, je le signale aux élèves de terminale qui savent quelques petites choses de plus sur les puissances et qui savent donc que les puissances s'appliquent à autre chose que des nombres entiers. Mais restons simplement sur des nombres entiers. Si je veux calculer 5 puissance 4, la double étoile me permet d'effectuer ce calcul.
Alors, je parlais de résoudre le problème des divisions qui ne tombent pas juste. On peut simplement penser aux divisions euclidiennes entre entiers. Si je pose la division 10 divisé par 3, eh bien en 10, combien de fois 3? Il y va 3 fois et il me reste 1. 10 est égal à 3 fois 3 plus 1. Je peux demander le quotient de la division euclidienne, c'est la double barre de fraction. Donc 10 divisé par 3, quotient 3. Ou je peux demander le reste. Le reste de la division euclidienne s'obtient avec le signe pourcent. Donc 10% 3. 10 divisé par 3, il reste 1. Voilà un exemple d'application assez utile de cette opération de reste de la division euclidienne. Une opération que l'on fait assez souvent, c'est savoir si un entier est pair ou impair. Eh bien, si je prends le reste de la division par 2, 5 divisé par 2, il y va 2 fois, il reste 1. Le reste 1 me signale effectivement que 5 est un nombre impair. Et si je prends le reste de la division par 2 d'un nombre pair, cette fois-ci, 10 divisé par 2, ça donne 6, il reste 0. Ce reste 0 me signale que 12 est pair. Donc le reste de la division par 2 vous donne 1 pour un nombre impair et 0 pour un nombre pair, quelque chose que l'on va utiliser de temps en temps. On l'a vu auparavant, il existe aussi des opérations qui donnent comme résultat des booléens. Ce sont tous les tests de comparaison notamment. Donc les premiers sont assez naturels. Le signe inférieur, c'est savoir si un nombre est inférieur à un autre. Le signe supérieur, savoir si un nombre est supérieur à un autre. Supérieur égal signifie supérieur ou égal. Inférieur égal signifie inférieur ou égal. Donc par exemple, si je demande si 5 est inférieur ou égal à 5, eh bien c'est vrai. Si 5 est inférieur ou égal à 6, c'est vrai. Et si 5 est inférieur ou égal à 4, c'est faux. Le signe d'égalité, on l'a vu, c'est le double égal. Enfin, un dernier test qu'on utilise moins souvent, mais je signale qu'il existe, c'est le point d'exclamation suivi d'un égal pour le signe différent. Est-ce que 4 est différent de 3? Réponse, oui, c'est vrai. On peut combiner les tests booléens, et en fait, on peut combiner toutes les variables booléennes avec des mots-clés comme AND et OR. Par exemple, si je mets la valeur 5 dans la boîte A, et si je veux savoir est-ce que le contenu de la boîte A est compris entre 3 et 4, je peux faire le test A supérieur à 3 et A inférieur à 4. La réponse est fausse, hein, puisque 5 n'est pas compris entre 3 et 4. Mais si maintenant je mets dans la boîte A la valeur 3,5 et que je réeffectue le même test, cette fois-ci c'est vrai. Les affectations, c'est vraiment un des outils de base de la programmation et c'est assez facile à manipuler. Mais comme on va le voir, lorsqu'on commence à programmer, il y a quelques situations où on peut faire quelques erreurs sur la manipulation des affectations, quelques erreurs qu'il vaudrait mieux savoir éviter. Donc un exemple assez classique, imaginons que j'ai stocké, c'est ce que j'ai fait effectivement dans Python, j'ai stocké une valeur dans la variable A, une valeur dans la variable B. Je ne vous ai pas affiché ici quelles étaient les valeurs, je voudrais simplement qu'on fasse la chose suivante, que l'on prenne la valeur qui est dans A et qu'on la fasse passer dans B, mais que dans le même temps, la valeur qui est dans B, je la fasse passer dans A. Donc échanger les deux valeurs. Si je me contente d'écrire B égale A, je vais faire exactement l'erreur à éviter. Si j'écris B égale A, je prends la valeur de A, je la recopie dans la variable B, et donc j'efface la valeur de B. Donc impossible de la récupérer pour la remettre dans A. Si vous ne connaissez pas la solution classique à ce problème, je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de réfléchir un petit peu de votre côté à comment vous feriez. Le problème n'est pas très difficile. Je donnerai la solution dans quelques secondes. Voilà, la solution est assez simple. Il s'agit de créer une variable relais. Donc créer une nouvelle variable dans laquelle on va recopier une des deux valeurs, par exemple A, et ensuite
Puisqu'on a gardé une copie de A, on peut effacer la valeur actuelle de A, puisqu'on en a une copie en mémoire qu'on pourra réutiliser pour remettre dans B. Donc il s'agit de faire ceci. Prendre la valeur de A, la copier dans C, puis on pourra alors copier B dans A. Ce n'est plus très grave d'avoir effacé la valeur de A, puisque on n'aura plus qu'à la recopier à partir de ce qui se trouve dans C. Je répète, on prend A, on la recopie dans C. On peut maintenant recopier la valeur de B dans A et donc effacer ce qui se trouve actuellement dans A. Ce n'est pas très grave, puisque l'on possède une copie de A dans C que l'on peut recopier dans B. En résumé, d'abord on copie A dans C, donc C égale A, puis on copie B dans A égale B. Enfin, on copie C dans B, donc B égale C. Et maintenant, on va pouvoir tester que l'on a bien réussi à réaliser la solution au problème posé. Dans A, j'ai la valeur 12, dans B, j'ai la valeur 50. Au départ, j'avais mis 50 dans A et 12 dans B. Donc il s'agit bien d'une solution à ce problème. Je signale quand même qu'il existe en Python une autre solution à ce problème, qui en fait revient au même. Il s'agit de faire ce qui a été effectué ici simplement en une ligne de calcul. On peut dire de mettre dans la liste de variables A et B la liste de valeurs contenues de B et contenues de A. Ceci, effectivement, échange les valeurs de A et de B, comme on le voit ici. Hein. A a repris sa valeur 50 et B sa valeur 12. On a effectivement échangé le contenu de A et de B. Retenez cependant l'exemple précédent, c'est vraiment une situation simple et courante et qui vous montre bien une chose à retenir. Lorsqu'on veut faire de la programmation, il est très utile d'avoir un petit brouillon à côté de soi et de faire des petits dessins pour regarder qu'est-ce qui est stocké où en mémoire. C'est toujours beaucoup plus facile pour ne pas se perdre dès que le programme devient un petit peu long ou un petit peu complexe. Bien, passons à un mode de programmation très utilisé en Python et très utilisé dans la plupart des langages. Il s'agit des fonctions. Le sens du mot fonction est à prendre à peu près dans le même sens qu'en mathématiques. Une fonction prend des paramètres en entrée et renvoie un résultat en sortie. Vous pouvez penser aux fonctions mathématiques comme la fonction carré. Elle prend un nombre en entrée et renvoie en sortie son carré. Si je demande que vaut le carré de 5, il s'agit bien de mettre 5 en entrée de la fonction carré et en sortie, j'obtiens 5 fois 5, 25. Par exemple, si je veux créer en Python une fonction qui s'appellerait carré, qui prendrait en entier un nombre x et qui renverrait comme résultat x au carré, c'est-à-dire x fois x, voilà comment on va faire. La syntaxe générale pour le codage d'une fonction, c'est d'abord le mot-clé def pour dire que je vais définir une fonction, puis le nom que je veux donner à la fonction, donc ici carré, ensuite entre parenthèses la liste des paramètres, c'est-à-dire une liste de noms de variables. Donc ici, il y a simplement une variable x. Ensuite, les deux points, puis on passe à la ligne, on laisse un alinéa, on donne les instructions à effectuer pour réussir le calcul, et une fois qu'on a le résultat, on utilise le mot-clé return suivi de la valeur à renvoyer. Donc, la fonction carré, allons-y, le mot-clé def, puisque je vais définir une fonction, le nom de la fonction, elle s'appelle carré, le seul paramètre, donc le nom de ce paramètre, c'est la variable x, suivi de deux points. Quand je passe à la ligne, voyez que idle me prépare un alinéa et donc attend le bloc d'instruction. Ici, c'est assez simple, la seule instruction à donner est la valeur en renvoyée. On renvoie, return, le résultat du calcul x au carré, c'est-à-dire x fois x. Simplement ceci me définit effectivement une fonction carré, c'est-à-dire que si je demande ici carré de 5,
Python est capable de me le calculer et renvoie 25. Précisément, qu'est-ce qu'il se passe en mémoire? On réserve une place en particulier pour l'exécution de la fonction. Dans cette place en mémoire, on réserve une petite case pour la variable x, à laquelle on met la valeur 5. On calcule x fois x, donc 5 fois 5, 25, et on renvoie ce résultat. À ce moment-là, la place qui avait été réservée en mémoire pour l'exécution de la fonction carré est libérée. Ouvrons avec idle un nouveau fichier. C'est le mode de programmation le plus standard avec Python. On crée un code dans un fichier et on l'exécute ensuite. C'est là qu'on va voir réellement l'utilité de la programmation fonctionnelle. L'idée de créer des fonctions, c'est justement d'avoir tout le programme préparé d'un côté et que dans la fenêtre de shell, la fenêtre que j'ai manipulée jusqu'à présent, on ne fasse que faire appel à des fonctions qui ont été définies dans un fichier séparé. Par exemple, ici, dans ce fichier, je peux remettre ma définition de la fonction carré telle qu'on venait de la faire. Donc, le carré de x, c'est simplement renvoyer la valeur x fois x. Mais je peux aussi définir des fonctions qui font appel à cette fonction carré. Par exemple, si je veux définir une fonction cube, eh bien c'est assez simple. Qu'est-ce que c'est que le cube de x? Le cube de x, c'est x fois le carré de x. Donc, je peux réutiliser la fonction précédente, x fois le carré de x. Des fonctions peuvent donc faire appel à d'autres fonctions. Elles peuvent même faire appel à elles-mêmes. C'est ce que l'on appelle la programmation récursive. Mais avant d'aborder la programmation récursive, on va avoir besoin d'un autre ingrédient de base de la programmation. Après les affectations, après les définitions de fonctions, voyons les branchements conditionnels, c'est-à-dire réaliser une certaine instruction lorsqu'une certaine condition est réalisée, ou une autre instruction lorsque cette condition n'est pas réalisée. C'est là qu'on va voir réellement l'utilité des tests booléens que nous avons rencontrés précédemment. Pour réaliser ceci, on va utiliser deux mots-clés qu'on rencontre dans la plupart des langages de programmation, if qui signifie si en anglais et else pour les autres cas. On met donc if suivi de la condition à vérifier, donc un test booléen. Si cette condition est réalisée, il faudra effectuer un premier bloc d'instruction que l'on donne donc le précédent de 2 points comme dans la définition d'une fonction, ce que l'on va rencontrer systématiquement en Python avant un bloc d'instruction. Puis, s'il y a un deuxième bloc d'instruction à effectuer dans le cas où la condition n'est pas réalisée, on met le mot-clé else, 2 points de nouveau pour un nouveau bloc d'instruction et le deuxième bloc d'instruction. Chacun des blocs d'instruction est signalé simplement par son indentation, c'est-à-dire sa position par rapport à la colonne de gauche du texte, donc simplement la présence d'un alinéa. Ici, je rappelle ce que je veux que la fonction fasse. Il s'agit de prendre un nombre x en entrée, le diviser par 2 s'il est pair, le multiplier par 3 et rajouter 1 s'il est impair. Donc allons-y. Je définis une fonction f qui prend en entrée un entier x. Je vais stocker dans une variable r le reste de la division par 2 de x. Comme ceci, je pourrais savoir si x est pair ou impair. Si r vaut 0, x sera pair. Si r vaut 1, x sera impair. Donc je teste simplement. Est-ce que r vaut 0? Si r vaut 0, on renvoie la valeur de x divisée par 2. Et tant qu'à faire, je veux que ce soit un entier, donc j'utilise le quotient de la division euclidienne pour être sûr que le résultat n'est pas un nombre à virgule. Et sinon, eh bien, j'ai dit que je voulais renvoyer le nombre x multiplié par 3 et augmenté de 1. Une fois ce code exécuté, nous pouvons maintenant utiliser cette fonction f et vérifier qu'elle fonctionne bien. Si je demande l'image de 5, 5 est un nombre impair, on doit donc multiplier 5 par 3 et rajouter 1, cela donne bien 16. Et si je prends l'image de 20, 20 est un nombre pair, on doit donc le diviser par 2, 20 divisé par 2 donne 10. Notre fonction fonctionne effectivement, et donc elle effectue ce branchement conditionnel. Si la condition est réalisée, on effectue un premier bloc d'instruction. Si elle n'est pas réalisée, on effectue un deuxième bloc d'instruction.
Un exemple un petit peu plus subtil, mais très utile des branchements conditionnels, est ce que l'on fait lorsque l'on fait de la programmation récursive. Formellement, une fonction récursive, c'est une fonction qui fait appel à elle-même. Si c'était programmé de façon naïve, une fonction qui fait appel à elle-même, ce serait une très mauvaise idée, puisque on lance la fonction, elle refait appel à elle-même, et ceci boucle, et ceci se répète indéfiniment. Il y a cependant un moyen de faire des fonctions récursives qui permet d'obtenir des résultats intéressants. Et on va le voir ici en construisant une fonction qui calcule non pas le carré ou le cube d'un nombre x, mais x à une puissance quelconque. Donc une fonction puissance qui prend en argument le nombre x et la puissance à laquelle on veut l'élever, n. Et en reprenant l'idée que l'on a vue auparavant pour la fonction cube. Comment calcule-t-on le cube de x? On prend x et on le multiplie par le carré de x. Comment maintenant calculerai-je x puissance 12? Eh bien, x puissance 12, c'est x fois x puissance 11. Comment je calculerai x puissance 11? X puissance 11, c'est x fois x puissance 10. C'est une définition de la puissance qui est récursive. Je fais appel à la puissance elle-même pour la définir. Cependant, cette définition n'est pas complètement impossible à partir du moment où l'on se donne une condition initiale. X puissance 0, ça vaut toujours 1. À partir de là, x puissance 1, c'est x fois x puissance 0, ça fait x fois 1, ça fait bien x, et ainsi de suite. Donc, comment calculer x puissance n, où n est un entier naturel, de façon récursive? Eh bien, on teste d'abord si n vaut 0. Si n vaut 0, alors on va simplement renvoyer 1. Et sinon, donc else, sinon on renvoie x multiplié par la puissance précédente. Donc x fois puissance de x et de n-1. Ce type de définition est autorisé en Python. Tous les langages de programmation ne l'autorisent pas, mais c'est une des forces du langage Python de le permettre, même si on va voir qu'il y a quelques restrictions à cette utilisation. Ici, si je lui demande de calculer, par exemple, 2 puissance 10, on sait que 2 puissance 10, ça fait 1024. Et ma fonction fonctionne effectivement si je demande de calculer 2 puissance 10. L'exécution de la fonction, ça a été bien de regarder 10, dire 10 n'est pas égal à 0. Donc je calcule 2 fois 2 puissance 9. Pour calculer 2 puissance 9, je calcule 2 fois 2 puissance 8. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive sur 2 puissance 0. Donc pour faire appel à la fonction puissance, on a été obligé d'exécuter la fonction elle-même, à l'intérieur d'elle-même, une dizaine de fois. C'est là qu'on voit le petit problème que cela peut poser. Si je demande de calculer 1,01 puissance 1000, il y a 1000 appels qui sont faits pour cette exécution de fonction. Ça marche encore, mais il y a quelques précautions qui ont été mises dans le langage Python pour éviter qu'on se trouve dans des cas où l'on boucle indéfiniment. Et vous voyez que je ne peux pas utiliser cette fonction puissance de façon trop libre. En fait, je suis limité sur le nombre d'appels récursifs, et dès que je fais plus de 1024 appels, on se trouve devant un signal d'erreur. Ce qui signifie aussi que si l'on veut construire une fonction puissance, on n'a pas eu ici la meilleure idée, il y a d'autres manières de faire, et on va le voir, ce sera le dernier élément de ce cours en Python, il s'agit de la programmation itérative. On l'a vu, l'exécution de la fonction puissance précédente demande à Python de répéter plusieurs fois la même opération. Ici, le problème que l'on rencontrait est que cette opération demandait de réserver de la place en mémoire à chaque répétition. Donc, lorsqu'elle est répétée un grand nombre de fois, cela pose un sérieux problème pour la mémoire de l'ordinateur. Mais il existe d'autres manières de répéter des instructions qui ne réservent pas d'espace particulier en mémoire et qui donc sont moins problématiques. Il existe des instructions qui servent précisément à demander de répéter une même opération un certain nombre de fois. C'est ce que l'on appelle des boucles. La programmation itérative, c'est la programmation qui utilise des boucles. Itérer une opération, ça signifie simplement la répéter. Et la boucle la plus
générale qui existe, celle dont on a besoin dans tous les langages de programmation, c'est ce qu'on appelle une boucle conditionnelle. C'est répéter une même série d'instructions tant qu'une certaine condition est réalisée. Tant que cela se dit while en anglais, et donc la syntaxe est très simple. C'est while suivi de la condition à vérifier, et tant que cette condition est réalisée, on va effectuer le bloc d'instruction qui suit. Autrement dit, on rentre dans la boucle while, on rentre dans le bloc d'instruction si la condition est vérifiée. Une fois qu'on a terminé ce bloc d'instruction, on revérifie si la condition est vérifiée. Si elle l'est toujours, on recommence le bloc d'instruction. Et si elle ne l'est pas, on arrête l'exécution de la boucle et on passe à la suite du programme s'il y a une suite. Il existe un autre type de boucle, je le signale maintenant, même si on ne le manipulera pas parce que la définition des intervalles est un petit peu délicate en Python. Il s'agit des boucles à compteur. Il s'agit de réaliser une même opération tant qu'un certain nombre appartient à un certain intervalle. Donc par exemple, pour k entre 3 et 5, effectuer une certaine opération. Elle sera effectuée lorsque k est égal à 3, puis on fera passer la valeur de k à 4, puis à 5. Donc on effectuera 3 fois l'opération. Pour ceci, la syntaxe c'est for, le nom du compteur, donc k dans mon exemple, in l'intervalle dans lequel on veut prendre le nombre k. Alors, dans l'exemple que j'ai donné, cela se noterait range de 3 et de 6. Oui, c'est bizarre. C'est la manière dont ça fonctionne. En Python, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va se contenter des boucles conditionnelles qui sont plus simples. Comme premier exemple de construction d'une fonction itérative, voyons une version itérative du calcul de la puissance. Je vais donc définir une fonction puissance, mais cette fois-ci itérative. Je ne vais pas réutiliser le nom puissance puisqu'il est déjà utilisé pour la version récursive, donc appelons-la puissiter comme puissance itérative. Comment calcule-t-on x puissance n? Eh bien, on part de x puissance 0 et on le multiplie par x n fois de suite. Donc, notre réponse, il s'agit simplement du nombre x puissance 0, c'est-à-dire 1, multiplié par x suffisamment de fois pour que l'on arrive à x puissance n. Donc, on va créer un compteur, une variable qui compte le nombre de fois où on a multiplié par x. Pour l'instant, je n'ai pas multiplié la réponse par x, donc k vaut 0. Ce que j'ai dans rep, c'est x puissance 0. Si n vaut 0, je vais simplement renvoyer cette valeur, la valeur de la réponse, donc 1. Et si n est plus grand, il va falloir faire quelques multiplications. Donc tant que mon compteur est inférieur au nombre de multiplications que je dois effectuer, il s'agit de prendre la réponse et de la multiplier par x. Tant que k est inférieur à n, je remplace le contenu de ma réponse, qui est donc x puissance un nombre insuffisant de fois, par ce nombre multiplié par x. Et je tiens compte du fait que j'ai fait une multiplication de plus, donc j'augmente la valeur du compteur. K est augmenté de 1. Une fois que ces multiplications ont été effectuées, je renvoie la valeur de la réponse. Exécutons ceci. Si je demande maintenant de me calculer la puissance itérative de puissance 10, cela fonctionne. 2 puissance 10 égale 1024. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Le calcul que je n'avais pas pu effectuer auparavant, 1,001 puissance 2000. Cette fois-ci, Python est totalement capable de me le calculer. Le fait d'effectuer 2000 fois le même bloc d'instruction ne lui fait pas peur, tant qu'il ne s'agit pas de réserver 2000 fois de la place en mémoire. On n'a pas du tout les mêmes restrictions sur le calcul itératif que ce qu'on avait sur le calcul récursif. Donc voilà une manière de coder qui est plus efficace que la manière récursive, même si elle est un petit peu moins simple, moins intuitive à comprendre au départ. Terminons par un exemple
en fait peut-être plus simple que celui que l'on vient de voir, de calcul itératif. Cette fois-ci, un exemple un petit peu ludique. Rappelez-vous de la fonction que nous avions définie auparavant. Je prends un nombre, s'il est pair, je le divise par 2, s'il est impair, je le multiplie par 3 et je rajoute 1. On pourrait se demander ce qui se passe lorsqu'on répète cette opération à partir du résultat que l'on a obtenu. Donc je prends un nombre, s'il est pair, je le divise par 2, s'il est impair, je le multiplie par 3 et je rajoute 1, et je recommence. Ce que l'on fait lorsque l'on répète cette opération, on construit ce que l'on appelle une suite de Syracuse, du nom d'une université américaine où ce problème a été popularisé. Il se trouve, comme on va l'observer, que sur un petit entier, vous tombez toujours au bout d'un moment sur le même cycle. Alors, faisons simplement une fonction qui affiche les valeurs successives par lesquelles on passe et qui s'arrête lorsqu'on est arrivé à une petite valeur, c'est-à-dire lorsqu'on est tombé à 1 ou en dessous de 1. Il s'agit donc d'une fonction qui calcule les termes de la suite de Syracuse, donc on va l'appeler Syracuse, qui prend en entrée le seul nombre donné par l'utilisateur, donc le nombre x, et qui va simplement calculer f de x jusqu'à ce que f de x soit plus petit que 1. Nous allons la coder de façon récursive. Il s'agit donc d'afficher la valeur de x, et puis tant que cette valeur est supérieure à 1, de calculer la suivante et de l'afficher. Pour afficher une valeur, on utilise le mot-clé print. Il s'agit d'une fonction prédéfinie en fait dans Python. Donc on affiche la valeur de x, et puis tant que x est supérieur à 1, on calcule la valeur suivante et on l'affiche. Donc simplement, on remplace x par f de x, où f est la fonction définie précédemment, qui divise par 2 si x est pair, et qui multiplie par 3 et rajoute 1 si x est impair. Et de nouveau, on affiche cette valeur. Ici, puisque je fais des affichages au cours de l'exécution de la fonction, je n'ai pas besoin de valeur de retour, et on peut très bien se passer d'un return pour ce type de fonction. Exécutons donc cette fonction. Si je demande, prenons un premier exemple assez simple, si je demande de donner toute la suite de Syracuse à partir de 5, regardez ce qui est effectué. C'est très simple à comprendre. 5 est impair, donc on multiplie par 3 et on rajoute 1, ça fait 16. 16 est pair, donc on divise par 2, ça fait 8. 8 est pair, on divise par 2, ça fait 4. 4 est pair, on divise par 2, ça fait 2. 2 est pair, on divise par 2, ça fait 1. On pourrait se demander ce qu'il se passe si l'on continue l'opération. 1 fois 3 plus 1, ça fait 4. Et donc, on retomberait sur 4 et on aurait le cycle 4, 2, 1, 4, 2, 1, et ainsi de suite. La surprise dont on s'est rendu compte dès qu'on a commencé à étudier cette suite, c'est que on peut prendre n'importe quel nombre entier au départ. Il semble bien qu'on tombe toujours sur 1 au bout d'un moment. Par exemple, euh, si je prends le nombre 27, si vous essayez à la main avec 27, vous risquez de trouver que c'est très compliqué et très long. Mais avec Python, c'est rapide. Voilà. Voilà toute la liste qui a été affichée depuis 27. C'est long, on monte très haut, 9232 comme maximum, mais au bout d'un moment, on redescend à la valeur 1. Petite surprise, personne ne sait démontrer que l'on tombe toujours sur 1. Ça reste un mystère des mathématiques. Pour un problème très simple, comme vous avez vu, hein, on prend un nombre, on le divise par 2 si on peut le faire, et si on ne peut pas le faire, on multiplie par 3 et on rajoute 1. On répète indéfiniment, au bout d'un moment, on tombera sur 1. Bien, voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo d'introduction à Python. Il s'agit réellement simplement d'une introduction à quelques concepts, avec quelques exemples très simples de programmation. Il y aurait beaucoup d'autres concepts à aborder, notamment je pense faire pour mes élèves une introduction à la manipulation des listes, soit sous forme de cours en présentiel, soit si nous devons continuer en distanciel, sous forme de vidéo à l'avenir. Voilà une petite série d'exercices qui peuvent être tentants.
Première chose, tout simplement, essayez de refaire les fonctions que nous avons vues ici. Donc, de votre côté, sans suivre le modèle, essayez de voir si vous êtes capable de refaire une fonction puissance récursive, une fonction puissance itérative, une fonction qui affiche la suite des termes d'une suite de Syracuse. Sur l'exemple de la suite de Syracuse, d'ailleurs, c'est une source de petits exercices assez intéressants aussi. Donc vous pouvez essayer de faire une fonction qui affiche le maximum auquel on arrive, la longueur de la suite qui permet de retomber à 1, ou la longueur du vol en altitude, c'est-à-dire le nombre de termes à calculer avant de retomber sur une valeur inférieure à la valeur de départ. Donc voilà pas mal de choses qui sont assez faciles à coder et qui font de petits exercices intéressants. Voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. Au revoir.